content d'avoir cette affluence. Alors j'ai préparé un petit papier, pas grand chose, avant de passer après aux choses sérieuses. Alors, comme vous le savez, tous les ans, depuis bien longtemps maintenant, la commune de Saint-Pierre d'Aurillac commémore l'anniversaire de la libération des camps de concentration en 1945. Cette année, le conseil municipal a voulu raviver la mémoire des habitants pour les uns et faire découvrir cette douloureuse période pour les autres, avec d'une part l'évocation qui vous est proposée ici, et d'autre part le spectacle de ce soir sur les bals clandestins qui va avoir lieu à la cave coopérative. Alors on a mis en place un groupe de travail qui a élaboré cette expo et un livret souvenir d'ici et d'ailleurs que vous pouvez retirer là, à l'entrée de la salle. Alors on a recueilli de nombreux documents, on va continuer à en recueillir et c'est très intéressant ensuite pour la mémoire collective. Alors cette exposition permet de faire revivre cette époque au travers de faits. Vous avez vu, ce sont des choses bien significatives qui se sont déroulées ici ou bien et ailleurs. D'abord, il y a, comme vous l'avez vu, les privations, les cartes d'alimentation, les contrôles quotidiens. Il y a la résistance illustrée par le panneau sur Maxime Lafourcade. Il y a en même temps la répression impitoyable aux opposants du régime de Vichy et aux nazis. Il y a la mort, la torture, la déportation. Et il y a un panneau aussi qui est là-bas sur les otages de Saint-Pierre, mais aussi les 300 fusillés de Souges, c'est-à-dire c'était des otages qui ont été réunis à Souges, vous savez, à côté de Mérignac, et 300 fusillés. De même qu'en même temps, il y a eu des jeunes morts à la ferme Richemont. Et il y a aussi un panneau sur la ligne de démarcation que Joël Baudet va faire revivre avec les récits de son père. Alors en même temps, il y a des affiches d'époque qui étaient placardées sur les murs. Et donc avec tout ça, on a essayé de recréer une espèce d'ambiance pour montrer quand même que cette période, elle était vraiment pas rigolouse du tout, très douloureuse, et puis où il y a eu de nombreux. Alors, la soirée, bon, on va se continuer avec le récit de Joël. On va arriver de suite à l'apéro. Il y a en vente là-bas les tickets pour le spectacle de ce soir. Ceux qui avaient réservé pour grignoter tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, je laisse la place à Joël et vous allez voir, il parle plus que moi. Bonsoir à tous. Alors, pour présenter un peu ce que je vais dire, c'est les souvenirs de mon père concernant la ligne de démarcation, puisque le quartier où j'habite, c'est le quartier du Bapia, qui est une bande abandonnée de tous et de toutes les communes, puisque nous avons été oubliés lors de l'annexion, pour faire un point d'histoire, lors de l'annexion de Pian par Saint-Macaire. Cette bande de terrain est restée à Pian. Et le hasard a voulu que pendant la guerre, eh bien, la ligne de démarcation a isolé ce quartier, c'est-à-dire que ce quartier s'est trouvé pris entre la barrière allemande et la barrière française, avec tous les désagréments qui pouvaient en découler pour les habitants de ce quartier, qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. Et une anecdote, mon père ayant un jour eu l'information qu'il y avait du fourrage à vendre chez un marchand de Saint-Pierre d'Aurillac, était allé avec le bœuf et puis la charrette chercher du fourrage et s'était fait arrêter par un autre marchand de Saint-Pierre en lui disant que la marchandise des Français n'était pas pour les Boches. Alors du haut de sa charrette, il lui dit mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas Boche. Et puis ceux qui ont la chance de vivre sans avoir les Allemands devant leur porte, feraient bien de ne pas emmerder les autres. Voilà. Donc c'est pour dire l'ambiance qui régnait et petit à petit, et ayant la faculté quand même étant jeune d'aller d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire en zone occupée et en zone libre, il voyait petit à petit la mentalité, les mentalités qui étaient différentes et les deux France qui s'éloignaient petit à petit. Alors sur le plan militaire, eh bien, là-bas, la ligne de démarcation côté allemand, au départ, a été gardée par des soldats de la Wehrmacht, des Bavarois, où il y avait beaucoup de paysans.
il y a eu des contacts, ils pensaient, ces soldats allemands pensaient que comment dirais-je, la guerre n'allait pas durer et que les Anglais allaient capituler. D'ailleurs, ils le disaient, guerre finie, bientôt England capote, voilà. Donc ceux-là sont partis assez rapidement, ils ont été remplacés par des Uhlans, qui étaient la cavalerie prussienne, ce qui a enchanté mon grand-père parce qu'il avait failli être épinglé par un Uhlan pendant la retraite de Belgique en 14-18. Et ces Uhlans sont restés quelques mois et ont été remplacés par un bataillon SS de la division Totenkopf, division tête de mort. Alors là, évidemment, les choses ont changé du tout au tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle sévère des patrouilles, les SS patrouillaient partout, avaient quadrillé complètement le quartier et passaient partout, dans les jardins, les passages, et des contrôles qui étaient très très sévères. Et les contrôles étaient continuels, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de présenter leurs papiers à la barrière. À la barrière du Saumon, là où la route de l'Ardila, il y a le chemin qui va au Saumon et qui va vers Saint-Pierre, il y avait aussi une barrière obligée de présenter les papiers, et quelquefois il y avait des contrôles inopinés dans les vignes où il y avait un sidecar avec un fait de belle qui arrivait, et tout le temps il fallait présenter les papiers. En plus de ça, ils avaient la joie d'entendre tous les jours pratiquement la musique allemande qui répétait au point de vue au sommet du coteau, et le soir évidemment il fallait revenir à l'heure allemande et représenter les papiers, et si on dépassait le couvre-feu, enfin l'heure limite, c'était 2 heures debout contre la baraque. Voilà. Et les SS sont partis au printemps 41 pour participer à l'invasion de la Russie, et tout le monde a respiré, les habitants du quartier et même les douaniers, puisque les douaniers étaient obligés par les SS d'avoir des contrôles sévères. Alors les SS, ce sont les seuls qui ont tiré. Ils ont tué, ça c'est vrai, ils ont tué un jeune soldat français qui s'appelait Louis Raccois, qui a été tué en essayant de passer de la zone coupée vers la zone libre. Et la sentinelle, qui était tout sommet de la côte de l'Ardila, lui a tiré 8 coups de fusil et l'a tué au 9e. Et il y en a un qui a failli se faire tuer, le premier qui a failli se faire tuer, c'était le père Lartigue, qui était cheminot et qui rentrait chez lui. Les Lartigue étaient garde-barrière à côté du château Fayard, c'est un passage à niveau maintenant qui n'existe plus. Et il passait sur le petit chemin qui avait le long de la voie ferrée. Il y a une sentinelle qui l'a vu, qui lui a crié d'arrêter, il n'a pas entendu. Il lui a foutu un coup de fusil, et la balle lui est passée devant le nez, il a senti le vent de la balle, qui lui est passé devant le nez. Il tirait jour et nuit, et bien souvent, quand mon père et mon grand-père allaient à la vigne, il n'était pas rare qu'ils trouvent des traces de sang sur les allées. Et le matin, il y avait tous les lots de transfuges qui avaient été arrêtés, qui étaient contre la baraque, en attendant d'être envoyés à Langon ou au Fort du Roi. Voilà, donc c'est cette ambiance. Moi, je l'ai poussé à écrire tous ces souvenirs, parce qu'il ne voulait pas. Et je lui ai dit, tu as une bonne mémoire, c'est vrai qu'il avait une bonne mémoire, et mon père est décédé il y a 2 ans maintenant, et je l'ai poussé à écrire, parce que je lui ai dit, tu as cette mémoire-là, et si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et donc, il a rédigé patiemment, sur 2 cahiers d'écolier, les souvenirs de la ligne de démarcation et aussi ses souvenirs de réfractaire, puisqu'il est parti comme il n'a pas répondu à l'appel pour le STO, le service du travail obligatoire. D'ailleurs, soit dit en passant, entre parenthèses, dans le quartier, il y en a 4 qui n'ont pas répondu à l'appel du STO. C'était mon père, Roland Baudet, Jeannot Chavanot, René Lartigue et Jeannot Lecoeur. Et d'ailleurs, René Lartigue, lui, a quitté sa planque pour partir au maquis du côté d'Exideuil, et il a été tué dans une ferme brûlée au lance-flamme. Et quand son père y est allé pour reconnaître le corps, il a dit « le tout ensemble n'aurait pas tenu les empagnés à vendange ». Voilà. Et donc, je compte bien faire publier ces cahiers, parce qu'il y a une description quand même intéressante de la vie, de l'époque. Et ce que je lui ai demandé, c'est de mettre
d'insister sur le fait que les gens du quartier, qui n'avaient jamais connu, parce qu'il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque, les gens, sauf ceux qui avaient fait la guerre de 14, avaient vu des Allemands. Autrement, personne n'en avait vu. Et il paraît qu'il y avait eu des prisonniers allemands lors de la réfection de la digue dans les années 20, là, en 19, je crois, et tout le monde était allé voir les Allemands. Et beaucoup étaient revenus, ils étaient surpris de voir qu'ils étaient foutus comme nous. Voilà. Et il faut dire aussi que les gens ne se déplaçaient pas comme maintenant, et il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vidéo, et les gens n'avaient pas vu l'Allemagne. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous lire, en mettant mes lunettes, je peux vous lire certains passages concernant d'une part comment l'annonce, la déclaration de guerre, et puis après il y a la débâcle et d'autres choses. Enfin bon, de toute façon, vous m'arrêterez, monsieur le censeur, si jamais je dépasse. Voilà, l'ascenseur. Alors, c'est vrai qu'il faisait chaud cet après-midi-là. Le ciel était un peu voilé par une brume blanchâtre. Il n'y avait pas un souffle d'air. Nous étions en train, mon père et moi, de charger le charrette de regain dans un pré sur le coteau. Notre jument essayait tant bien que mal de se débarrasser à grands coups de queue d'un nuage de mouches. Un peu plus loin, des voisins accomplissaient le même travail que nous. Tout le monde s'activait car ce temps lourd présageait la montée subite d'un orage. Le premier coup de cloche vint de Saint-Macaire et nous frappa comme un coup de poing. Puis Langon, Pian et Saint-Pierre, d'autres cloches dans le lointain entrèrent dans la danse. Ça sonnait partout à la même cadence rapide. Il n'y avait plus de doute, le tocsin annonçait la guerre. Mon père proféra un juron et planta d'un geste rageur sa fourche dans le sol. Dans le pré voisin, une femme se mit à pleurer, à gémir. « Mon Dieu, disait-elle, il va falloir revivre ce que nous avons déjà vécu à l'autre, les morts. Tout de suite, il y a eu des morts, des tout jeunes, 20 ans. Le maire arrivait, un papier à la main, s'arrêtait devant une porte, on entendait des cris, le malheur venait de s'abattre sur une famille. Ça a duré près de 5 ans et ça recommence. Le travail s'était arrêté, nous étions tous figés jusqu'au dernier moment, on avait espéré sans trop y croire. L'année avant, l'alerte avait été chaude, mais ça s'était arrangé à Munich en donnant aux Allemands ce qu'ils voulaient. Bien sûr, on ne se sentait pas tellement fiers d'avoir lâché les Tchèques, mais la guerre avait été évitée. Et tout d'un coup, on se rendait compte que ça n'avait servi à rien de soupler. La menace était passée sur la Pologne, et cette fois, il fallait y aller. Le chargement du regain fut terminé. La mort dans l'âme, personne n'osait parler. En arrivant à la grande route, quelques personnes regardaient le garde champêtre de Saint-Macaire qui clouait par les 4 coins l'affiche annonçant la mobilisation. Je m'approchais. Depuis très longtemps, le vieux portail de bois du chai de la Petite Louise servait de panneau d'affichage. En allant à l'école, nous regardions les grandes affiches multicolores représentant des lions rugissants, serpents crocodiles qui annonçaient le prochain passage du cirque Pender ou du zoo Circus à Langon. Mais là, ce n'était plus du cirque. Galipus, c'était le surnom du garde champêtre. Pratiquement tout le monde de Saint-Macaire avait un surnom qui remplaçait le nom de famille. Galipus avait commencé à clouer une deuxième affiche qui concernait la réquisition de certaines catégories de voitures et de camions lorsqu'une superbe Citroën traction avant 15 chevaux flambant neuve s'arrêta devant nous. Un homme en descendit. Nous le connaissions, c'était un gros propriétaire des environs. « J'ai fait l'autre, dit-il. Mon fils part ce soir et demain on ramasse ma voiture. À quoi ça a servi d'avoir fait les comptes pendant 5 ans ?» Il remonta dans sa voiture et partit. L'affiche annonçait en outre la réquisition de la totalité des chevaux qui devaient être présentés à Saint-Macaire dès le lendemain. Des chevaux, il y en avait partout. À cette époque, il y avait beaucoup de petites exploitations et le tracteur n'avait pas encore fait son apparition. Le moteur, c'était l'animal, cheval ou bœuf. La majeure partie des boulangers faisaient encore leur tournée avec une carriole attelée d'un cheval. Les marchands de tissus, de vaisselle ou autres parcouraient souvent les campagnes de cette manière. De nombreux amateurs possédaient des trotteurs qu'ils attelaient à une voiture légère, doublant joyeusement les jours de marché les lourdes charrettes des paysans qui se rendaient à Langon ou à la Réole. Tous les chevaux avaient une fiche de mobilisation comme les hommes. Rien que dans notre petit coin, il y en avait une dizaine. Mon père avait acheté sa jument en 1937, elle était jeune, bien bâtie, et il en était très fier. Moi, je n'avais pas pu m'y faire car elle ruait et m'avait plusieurs fois mordu, elle était vicieuse. Le soir, mon père la soigna, lui fit une abondante litière, resta un moment à la regarder sans rien dire. Le rassemblement de tous les chevaux du canton se fit dès le lendemain à Saint-Macaire.
Il était spécifié que les animaux devaient être présentés ferrés à neuf. Cela ne nous concernait pas, la jument avait été ferrée quelques jours avant. On voyait arriver toutes sortes de races, de gros boulonnais et d'autres plus légers, des jeunes, des vieux aux jambes fatiguées. Un homme maintenait à l'écart les talons surexcités. Un capitaine vétérinaire et un lieutenant de cavalerie s'installèrent sur les allées des Tilleuls, en face de la petite rue de l'Hospice. Un soldat arriva avec une forge portative et commença à faire rougir des fers portant chacun un chiffre. Le cheval était présenté par son propriétaire, les officiers regardaient l'affiche, on faisait faire quelques pas à l'animal, le prix était fixé aussitôt en fonction de l'âge, du poids, de l'aspect. Très peu étaient jugés inaptes et réformés. Seuls les aveugles, les trop vieux ou infirmes, ainsi que les juments pleines étaient exemptés, ça allait très vite. À son tour, mon père présenta notre jument qui fut reconnue bonne, immatriculée et marquée aussitôt au fer rouge, 40 391, sur le sabot avant droit. Le prix fut fixé à 3 800 francs, c'était peu, mon père l'avait payé 4 500 2 ans avant. Lorsqu'il attacha sa jument à côté des autres, il était pâle et serrait les dents. Mais lorsque nous fûmes de retour à la maison, des larmes apparurent au coin de ses yeux. Ma mère lui a fait la remarque. « Je ne te comprends pas. Tu disais qu'elle était méchante et dangereuse. Tu parlais de la changer, on t'en débarrasse. Alors ?» Mon père se retourna brusquement. « Fous-moi la paix. Tu ne sais pas, moi je sais où elle va. Ce qu'elle va endurer, ce qu'elle va souffrir avant de crever, épuisée ou éventrée par un éclat d'obus. Tous ils vont finir comme ça. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Laissez-moi tranquille. » Après le repas de midi, nous repartîmes à Saint-Macaire voir comment ça se passait. Il y avait du monde, beaucoup de monde sur les allées, la place et dans les rues. Les chevaux étaient attachés à des câbles tendus entre les arbres de la place Tourny, des allées des Tilleuls, de Savignan, où des anneaux étaient fixés dans les murs, car des régiments de cavalerie ou d'artillerie faisaient souvent halte à Saint-Macaire. La place du Mercadillo était elle aussi occupée, il y avait des